Elle s'appelle Marie-Pierre Cossette, elle est directrice des grands défis de société. La question, comment se traduit l'intersectorialité dans la programmation de financement de la direction aux grands défis de société? Oui, en fait, on a remplacé le mot du scientifique en chef par une présentation. Donc, on s'est permis de faire ça. D'ailleurs, au nom du scientifique en chef, là, je vous remercie de faire une journée sur l'intersectorialité qui, comme on l'a déjà mentionné dès le départ, quand il est arrivé, il s'est dit l'intersectoriel, ben c'est notre chance. Il y a eu des services partagés au fonds de recherche. On s'est mis à travailler plus ensemble. La direction des grands défis est arrivée vraiment quand le scientifique en chef a été nommé et qu'on a fait des arrangements à l'intérieur des fonds de recherche et ça l'a donné l'envie ou du moins la volonté de faire davantage pour l'intersectorialité. Clairement, l'intersectorialité existait déjà, là, comme vous avez pu le voir, il s'en faisait beaucoup. Mais on essayait de construire tranquillement, pas vite, un narratif pour que, éventuellement, même notre ministère se dise « Ah ouais, peut-être que je pourrais mettre de l'argent supplémentaire pour aider les gens à faire de l'intersectorialité parce que la recherche, c'est comme on a dit, il y a toutes sortes de... Ça prend du temps, ça prend des ressources et tout ça. » Donc, vraiment, ce que je vais vous présenter, ce qu'on fait à la direction des grands défis, c'est de l'argent supplémentaire qui est principalement en lien avec notre fameuse SQRI 2, donc Stratégie québécoise de recherche, innovation et investissement du Québec. Alors, combien de personnes savent qu'il y a une direction aux grands défis au Fonds de recherche du Québec? Au moins vice-recteur, oui, merci. Et les personnes qui sont financées aussi, parfait, excellent. Je comprends que des fois, je veux dire, on travaille ensemble, donc moi, je fais en filigrane, si vous voulez. Donc, j'ai essayé d'expliquer qu'est-ce que la direction des grands défis, mais clairement, vous voyez, on est particulièrement dans la recherche intersectorielle, on est particulièrement porté sur les solutions, la co-construction des savoirs et les liens sciences et société. Là, tu sais, je dis rien de nouveau, de mes collègues non plus. Par contre, on est dans la flexibilité, puis je vous dirais peut-être même le banc d'essai. Donc, quand quelque chose est un peu complexe, on se dit, OK, il faut en faire plus pour faire des liens avec les sciences et sociétés, mais qu'est-ce qui nous vient en tête? On fait, oh là 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 là, si je mets ça sur un grand volume, ça va exploser. On n'aura pas les ressources pour faire fonctionner le programme. On se dit, peut-être on pourrait l'essayer chez Marie-Pierre. Donc, on essaye à plus petit volume et on essaye de donner de la flexibilité, de tester des choses qui éventuellement nous donnent des façons de faire qui peuvent être ensuite repris dans le reste des fonds. Et des fois, on prend les choses qui sont faites dans les autres 3 fonds puis on se dit « Ah, on pourrait-tu le mixer avec telle affaire? Ça pourrait-tu nous permettre de répondre aux 4 grands défis qu'on a? » Je vous mets les 4 grands défis ici parce qu'on a aussi consulté la communauté de recherche pour essayer de s'organiser autour de 4 grands défis pour que quand vous venez vers moi, vous êtes capable de dire « Ah oui, je pense que c'est Marie-Pierre », tu sais, donc être un peu moins perdu. Mais en gros, je dirais que ce qui est peut-être particulier de notre côté, c'est beaucoup le défi entrepreneuriat innovant et créativité. Donc, on a tout un pan qui est axé là-dessus. Sinon, on rejoint beaucoup Carole quand on parle changement démographique et vieillissement, mais nous, on est beaucoup plus sur l'enjeu de société du vieillissement, tandis que, comme vous avez pu l'entendre, des sociétés, la santé durable, Carole est vraiment en train d'essayer de dire le bien-être là, du début jusqu'à la fin. Là. Donc, c'est un peu la manière dont on se complète. Les changements climatiques et numériques, c'est sûr qu'on regroupe beaucoup nature, technologie et société et culture. Donc, on fait des choses autour de ça, mais qui sont très, très taguées intersectorielles dès le départ. Et puis, les liens sciences et société. Donc, vous avez aussi entendu parler de recherche participative. Alors, nous, on a quelques projets qui sont vraiment axés. S'il n'y a pas de personnes citoyennes, le projet il est pas financé. Donc, voilà. Alors, je me réessaye. Il y a un petit délai. Un petit peu plus longtemps sur le bouton. C'est bon, OK, j'y arrive. Alors, je voulais juste vous présenter un peu la genèse, ou du moins la direction dans ses débuts. Et là, on en vient à parler d'audace. Ça l'a été demandé, je le fais. Alors, l'ancienne directrice que plusieurs personnes connaissent, donc Denise Pérusse, a été là de 2017. En fait, elle construisait cette direction depuis 2012, là, avec aucun argent. Et en 2017, SQRI, on peut faire des choses. Alors, elle a mis sur pied Audace, qui était vraiment un programme qui était fait pour sortir des sentiers battus
et de mettre des gens ensemble qui n'ont pas l'habitude d'être ensemble. Alors là, on a eu la question interdisciplinarité, intersectorielle. Je pense qu'ultimement, c'est peut-être pas fondamentalement important qu'on puisse se mettre dans deux boîtes différentes, là, mais juste de se dire qu'une fois de temps en temps, on veut se déstabiliser ou on veut juste aller voir quelqu'un à qui on n'a jamais parlé, une discipline qui semble être super pertinente pour ce qu'on regarde, mais on ne leur a jamais parlé. Qu'est-ce qu'on pourrait faire ensemble? Ça vaudrait-tu la peine qu'on se mette ensemble, qu'on regarde un objet de recherche ensemble? Des fois, il y a des personnes qui sont fondamentalement intersectorielles aussi parce qu'ils ont fait plusieurs secteurs. Si vous les connaissez, là, ceux qui ont essayé ça, après ça, sont allés ici, puis ils ont fait telle affaire, puis là, ils font de l'art en même temps, de la danse, puis ils sont professionnels, juristes. Bon, vous mettez tout ça ensemble. Ça, c'est aussi de l'intersectoriel où un projet peut s'organiser autour d'une telle personne, mais c'est aussi les méthodologies. Là. C'est vraiment les rencontres des méthodologies. Puis quand vous nous dites « ça vous prend du temps », c'est ça, je pense, le cœur de ce qui vous prend du temps. C'est de dire « attends un peu, comment tu fais ça? Pourquoi? Telle manière? Ah, telle statistique, j'avais jamais entendu parler. Ah ouais, c'est intéressant que vous le faites comme ça, comme ci, comme ça. » Et c'est ça qui prend du temps. Donc, on est vraiment dans vous donner des opportunités autour de l'audace, donc des choses qui n'ont jamais été faites, traverser les cultures scientifiques, puis aller vers des cadres conceptuels qui n'ont peut-être pas été pensés avant. Puis plus on en parle d'audace, moins on mentionne l'intersectorialité parce que c'est juste pousser tout ce que vous avez envie de faire encore plus loin puis de vous donner la possibilité de le faire dans une idée de sortir des sentiers battus. Puis pour le bien vieillir qui a été chez nous aussi, donc dès le début, ça a été un programme de recherche qu'on a vraiment dit, c'est de la recherche intersectorielle, point. C'est ça qu'on va faire avec le vieillissement de notre côté. Puis on a sorti des cohortes, mais surtout des Living Labs qui, je pense, deviennent de plus en plus la signature de ce qu'on fait là, à la direction des grands défis. Donc, de se permettre, puis là, encore une fois, il y a des Living Labs qui se font dans d'autres domaines aussi, mais ici, vous voyez, ce qui avait été fait au départ, c'est de dédier des programmes intersectoriels. Tu ne peux pas appliquer sans l'intersectorialité. Donc, ça devient votre endroit intersectoriel qui vous appartient. Je trouve que ça donne plus de chance, par contre, autrement, dans d'autres programmes, oui, naturellement, il y en a qui ça va être super. Tu sais, les thématiques vous amènent à être intersectorielles et tout ça, mais vous compétitionnez aussi contre des gens qui ne sont pas intersectoriels, qui n'ont peut-être pas à prendre autant de temps pour s'entendre avant de déposer le projet et tout ça. Donc, c'est ce qui avait été fait au départ. Mais je pense que, puis il y avait les grands réseaux aussi, donc on a commencé avec le réseau maritime, inondation, l'Obvia que vous connaissez peut-être, puis il y avait aussi des initiatives plutôt de style, quelqu'un arrive avec un Living Lab de résilience municipale, puis ben on n'a pas vraiment de programme pour ça. Donc on avait aussi financé ça, puis c'est ce que c'était au départ. Puis là, je ne sais pas comment avec 2 minutes, mais je vais y arriver. Voilà, il faut juste peser un petit peu plus tard. Alors, depuis ce temps-là, je pense que l'intersectorialité est devenue plus visible, peut-être en démontrant que les fonds de recherche avaient des volontés intersectorielles. Donc, ce qui se faisait déjà dans les 3 secteurs prenait de la valorisation naturellement. Puis ensuite, les directrices scientifiques sont allées de plus en plus vers ça dans leur planification, comme vous l'avez vu. Donc, on arrive à un point où est-ce que, de notre côté, on est plutôt grand défi maintenant, mais on est aussi intersectoriel dans le sens de plusieurs sphères de la société. Donc, quand on a voulu se dire, OK, comment on s'assure qu'il y a des personnes citoyennes qui viennent nous voir dans notre labo puis qui nous bouleversent un peu des fois, puis qui font, attends un peu, toi, tu perçois ma recherche comme ça, puis toi, tu as vécu ça sur le terrain, attends un petit peu là. Et de faire des opportunités qui, oui, sont financées, mais qui ne sont pas axées nécessairement en publication, mais qui font que dans votre vie ou de votre parcours de chercheur et chercheuse, ben, vous ne voulez plus jamais vous défaire des personnes citoyennes parce que c'est un apport que vous aimez vraiment beaucoup pour votre recherche. On ne veut pas que tout le monde fasse ça, mais de vous donner l'opportunité. Donc, c'est engagement qui est né. Et engagement, c'est vraiment la personne citoyenne qui vient avec sa question et sa préoccupation et qui vous a en CV, là, vous avez comme une embauche pour savoir est-ce qu'elle vous choisit, cette personne citoyenne-là, pour faire son projet avec vous. Ça revire à l'envers le cadre, la perspective. Donc, on a ça qui est de notre côté, puis qu'on essaie de garder vivant, puis qu'on essaie aussi de faire un endroit où vous pouvez venir voir ça, vous dire, ah, mais qu'est-ce qui se passe avec la recherche citoyenne? C'est donc bien intéressant et tout ça. Donc, je vous amène tranquillement vers le principe d'espace qu'on essaie de construire, l'idée du temps, l'idée de pouvoir être financé juste pour s'asseoir ensemble. Bien, c'est un petit peu ça qu'on essaie de créer. Donc, juste
vu que j'avais un petit peu moins de temps, je vais passer par-dessus, mais on essaie aussi d'encourager la communication scientifique qui est vraiment un dialogue, ce qui fait que vous avez, quand vous parlez au grand public, il vous répond, il vous stimule. Donc, c'est un peu ça l'idée de dialogue. Donc, il y a vraiment un programme pour ça. Et ensuite, on est beaucoup dans le conseil scientifique aussi par rapport aux bourses de type postdoctoral. Donc, si vous voulez essayer vos compétences en relève en recherche, là, si vous voulez essayer vos compétences dans de l'administration publique, les politiques, que ça vous intéresse, bien, on a un programme complet. Puis là, les thématiques varient selon les ministères qui sont intéressés. Alors, si je vais fort... Alors, je voulais sur 2 dernières choses. On a commencé à construire ce que j'appelle des espaces de rapprochement. Donc, on a des parties prenantes. Alors, on a comme 3 espaces en construction, mais la plus avancée, c'est vraiment Perséis. Donc, un espace citoyen qui est autour d'engagement et dialogue, avec un musée. Puis, on veut construire ça. Donc, un espace où il se passe des choses à chaque mois. Vous pouvez venir voir, vous nourrir, anticiper, faire des choses avant et après un projet, que ce ne soit pas toujours, ça prend un projet pour rentrer dans ces façons de faire-là. Et donc, Perséis, c'est en entrepreneuriat avec tous les incubateurs, accélérateurs et tout ça. Et d'ailleurs, bon, je ne nommerai pas trop, là, mais il y a des personnes qui se sont prêtées au jeu ici, puis c'est pas facile. Il y a toute une co-construction. On vous demande de venir, de rencontrer les incubateurs, les accélérateurs, de parler de leurs préoccupations, de voir qu'est-ce que ça pourrait vous amener pour votre recherche. Et puis, bien, comme vous pouvez voir, il y a un calendrier, on se rencontre, chaque année, il y a un sommet, on se parle. Donc, on essaye d'amener l'intersectorialité aussi dans des communautés de pratique, mais qui sont vraiment des espaces où nous, on va s'assurer que la partie prenante, donc les gens en entrepreneuriat, voient vos recherches, aient le goût d'entendre qu'est-ce que vous faites, veulent adopter vos outils si vous sortez des outils. Et je termine avec l'idée de trajectoire. Donc, on a aussi un petit peu plus fort. Non, voilà. J'ai failli. Tu vas trop fort. J'ai l'impression de calibrer une machine. Je suis en neurosciences, tu sais, puis j'avais quelque chose de très nano, en tout cas. Puis là, du moment que tu pesais un tout petit peu plus fort, c'est la fin. Mais c'est l'idée de trajectoire, en fait. Là, on l'a fait avec l'entrepreneuriat, mais c'est l'idée que nous aussi, il faut qu'on essaye de vous aider à pouvoir aller d'un début jusqu'à la fin, mais un projet de recherche qui tomberait, je ne sais pas, vous êtes avec une municipalité, vous êtes avec des incubateurs et tout ça, puis vous arrivez au bout, puis c'est une solution là, au bout. Bien, c'est sûr qu'il y a des enjeux de faire du profit avec, après. Si vous êtes avec un OBNL, mettons, qui veut avoir votre outil, puis après ça, si vous êtes en arts et sciences avec une artiste qui est venue vous approcher, elle a initié le projet avec vous, bien, cet artiste-là, à un moment donné, elle va peut-être vouloir aussi faire de l'argent. Puis l'économie créative, on est en discussion avec la chaire de Louise aussi, de comprendre qu'est-ce que ça voudrait dire de faire une trajectoire où nous, on est quelque part là-dedans, mais après ça, il doit y avoir le Conseil des arts, il doit y avoir Investissement Québec. Comment on peut vous faire des trajectoires qui permettent à ce que plusieurs organismes subventionnaires puissent anticiper, savoir que vous existez, que vous avez participé à la partie recherche. Donc là, je vais arrêter parce que j'ai dépassé. Je suis vraiment désolée. Mais j'avais quelque chose à dire sur le temps et tout. Donc, si vous voulez une question sur Audace, je vais pouvoir répondre. L'idée de se donner du temps. Oui, bonjour. Moi, c'est Marie-Michel Lard, département d'ergothérapie. Merci pour la présentation. En fait, pour avoir vécu l'espace Perséis, il y a un mini commentaire et témoignage. Je pense que c'est vraiment en soi une innovation que vous apportez au niveau des processus de financement, tout ça. Puis peut-être c'est juste pour inviter mes collègues qui sont ici dans la salle à pas hésiter en fait à plonger dans ces espaces que vous êtes en train de créer et de former, parce que c'est pas juste pour améliorer nos recherches, je pense, c'est pour le sens au travail des chercheurs, dans briser les silos de compétitivité entre nous et tout ça. Fait, je pense que c'est des espaces essentiels pour le bien-être. On parle beaucoup du bien-être aussi des chercheurs, leur santé mentale et tout ça. Mais je pense que ces espaces-là vont contribuer notamment à cet aspect. Donc, c'est un commentaire de dire ne pas hésiter à sauter dans ces espaces qu'on apprend à découvrir. Donc, voilà. C'est beau. Et il est où cet espace-là? Comment on entre dans cet espace? Bien, on suit Perséis, donc il y a des événements. En fait, nous, on est chanceux au Québec d'avoir le mouvement des accélérateurs du Québec, donc MAIN,
qui avait déjà tout fédéré l'écosystème d'innovation en termes d'incubateurs, accélérateurs, centres d'entrepreneuriat, UQTR, vous êtes là aussi. Donc, puis des paragouvernementales autour, donc Conseil d'innovation, Accélis, tout ça est déjà autour de la table. Donc, on s'est dit, si on veut faire un espace où on rapproche la communauté de recherche d'une capacité à comprendre qu'est-ce que ça prend en innovation au Québec, à avoir des outils, à même faire peut-être des veilles pour des gens qui veulent savoir c'est quoi les recherches existantes, mais qui se demandent toujours, ils venaient tout le temps me voir, tout le monde venait me voir, « Ouais, mais penses-tu qu'on pourrait faire un projet de recherche avec le fonds de recherche? » Je fais, « Je vais vous faire un espace, on va financer des choses, il va y avoir des concours, mais il va y avoir beaucoup de l'avant puis de l'après. » Donc, de jaser. Puis, tu sais, Marie-Michel, on est au début. Hein, on se demande encore, c'est quoi les autres mécanismes de financement pour que vous puissiez juste aller prendre un café, décider, on fait une veille ou on fait on fait une plateforme où on va déposer des choses? Mais Perséis, c'est une plateforme. Perséis, c'est juste une communauté. Ça s'appelle la communauté Perséis. Et au travers d'un travail qu'on a fait ensemble, on a fait un appel à projet. Donc, en ce moment, c'est aussi 7 projets financés Perséis, où il devait avoir au moins 2 universités et 3 incubateurs et accélérateurs pour que ce soit quelque chose d'écosystémique, dans le sens où, si on fait quelque chose avec l'UQAT en Abitibi, on va pouvoir essayer de l'essayer à Montréal après, ou à Rimouski, ou ça a été pensé de cette manière-là, pour qu'une fois qu'on sort quelque chose d'un projet, on puisse faire une tournée à travers le Québec. Le diffuser. Puis, une autre chose que je découvre, c'est que là, il y a 7 projets qui, tout en même temps, vont vouloir aller voir les incubateurs, les accélérateurs pour leur faire soit passer un formulaire ou quelque chose comme ça. Fait qu'on se dit, attends, il faut qu'on se concerte. On peut-tu même vous faire travailler les 7 ensemble pour vous aider à collecter vos données et tout ça? Fait qu'on, tu sais, c'est une affaire qu'on parle de ça, on parle de partage des données, là. Pas de la manière ministérielle, mais qu'est-ce qu'on pourrait mettre en place pour partager les données après? Il y a beaucoup d'intérêt. Alors, un simple citoyen ou un chargé de cours ou un étudiant qui a de l'intérêt, qui a de la curiosité, peut-elle consulter tout ça? Oui, en fait, on a commencé à faire un communiqué une fois par mois qui s'appelle « Des nouvelles de la direction des grands défis ». Puis quand on parle de Perséis, ben on a une petite adresse pour dire si vous voulez garder des nouvelles, on va vous contacter. Fait qu'on a, génial. On a ça en place. Ouais. On pourra peut-être, si on pouvait l'ajouter peut-être en fin de colloque aujourd'hui, ça pourrait être intéressant. Merci beaucoup. Merci. Moi, j'ai la question qui tue. Oui. Oui. Parce que, non, mais je regretterais, ça ne cadrerait pas dans ma présentation, mais c'est juste pour dire que pour les étudiants, une bonne piste je peux faire la promotion d'un de nos programmes, c'est les bourses en milieu de pratique. Parce que pour les étudiants... Des bourses en milieu de pratique. De pratique. Pour les étudiants de maîtrise et de doctorat qui sont dans leur... C'est pour aussi répondre à la question, pour les étudiants... qui sont dans leur projet, la rédaction de leur thèse, et ils peuvent faire un ou plusieurs stages en milieu de pratique. Et c'est clair que les milieux de pratique décadrent un peu, déplacent l'accent qui est mis sur leur recherche et les amènent, parce que c'est ça qui est tellement important pour s'ouvrir à l'intersectorialité, c'est avoir un point de vue différent, prendre un peu de recul et voir autrement quelle est l'orientation de ma recherche? Qu'est-ce que je vais faire avec mon doctorat, à l'issue de mon doctorat? Et le stage en milieu de pratique fait que je me perçois pas uniquement comme répétiteur de mon professeur. Les profs font pas juste ça, répéter, je ne veux pas réduire ça à ça, mais quand ils se voient comme prof, ils se voient dans le département ou un département semblable au leur. Le milieu de pratique, ça dérange, ça un peu décoiffe, ça ouvre d'autres perspectives, puis ça permet de remettre en question le sens de ma recherche et de ce que je veux faire, et ça ouvre des perspectives sur ce que je pourrais faire d'autre. Et c'est le fun en plus de ça, parce que c'est de l'argent qu'on donne, c'est pas énormément, mais